Et ce soir, notre apothicaire de l'âme est une ancienne meneuse de revue et professeure de français, écrivain et héroïne du documentaire de Sébastien Lifshitz, primé l'année dernière, dont le titre et le nom sous lequel vous la connaissez peut-être, Bambi, à moins que ce ne soit celui sous lequel j'entreprends les salutations. Bonsoir Marie-Pierre Pruvot. Bonsoir. Marie-Pierre Pruvot, afin d'être sûre que l'on puisse vous faire confiance, je vous soumets au rituel qu'on fait en chaque début d'émission. Pouvez-vous nous faire entendre votre humeur de ce soir, le bruit de votre âme, par le bruit que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit aux mots. Vous avez l'air de connaître votre affaire quand même. Je vous ai souvent entendu. C'est vrai ? Oui. Ah, ça me fait très plaisir. Alors avant de nous abandonner à la félicité, auscultons votre âme. Êtes-vous une créature mélancolique ? Oh, pas plus qu'une autre. Mais je suis quelquefois, bien sûr. Je suis assez mélancolique par moments. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille toujours lutter contre la mélancolie parce que ça peut être utile à la création artistique et ça pousse aussi à écrire. Donc je ne lutte pas toujours, pas forcément contre la mélancolie. Quand vous avez des moments de mélancolie, quelle est votre première réaction ? Les transcender en écrivant justement ou... Oh, je ne cours pas directement à mon bureau. Et puis, j'attends pas d'être mélancolique pour aller à mon bureau et m'y forcer. Non, parce que j'attendrai peut-être trop longtemps, parce que je ne suis pas si mélancolique que ça. Mais enfin, c'est vrai que quelquefois, on a un petit peu comme ça de tristesse. La mélancolie, c'est bien une sorte de tristesse de vivre, en quelque sorte. Hein. Oui, chacun a sa définition. Oui, c'est ça. C'est très difficile de savoir ce que c'est. Ouais. On a dit que c'était le dernier degré de la dépression, j'ai entendu l'autre fois. Oui, alors que parfois, certains pensent que c'est juste une note légère de tristesse, supportable. Oui, il me semble que c'est plutôt ça, oui. Mais enfin, médicalement, j'ai entendu l'autre fois avec vous que c'était la dépression. Bon, alors, moi, c'est pas mon cas, mais naturellement, des tristesses, des nostalgies, tout ça m'amène quelquefois à être mélancolique. Ça dure plutôt longtemps quand ça vous effleure, ces états ? Ça dépend. Si ça vient lors d'une insomnie, c'est très embêtant. Autrement, non, ça va, dans la journée, ça va. Il y a toujours quelque chose à faire dans la journée. Alors, bien sûr, ça vous arrache un peu à vous-même, donc à votre mélancolie. C'est pas très fréquent donc chez vous, mais en revanche, vous êtes insomniaque ? Non, j'ai quelques difficultés à dormir, quelquefois. Je ne suis pas insomniaque, non. Je ne l'ai jamais été, mais avec l'âge, peut-être. Je commence à avoir quelques insomnies, quelquefois. Je m'endors assez facilement, puis au bout de 3 à 4 heures, alors là, je risque de me réveiller. Il faut que je fasse attention de pouvoir me rendormir. Ça, c'est assez difficile. Pas toujours, mais quelquefois, c'est ennuyeux. Qu'est-ce qui vous a rendu cafardeuse pour la dernière fois ? Qu'est-ce qui m'a rendue cafardeuse pour la dernière fois ? Oh, les mauvaises nouvelles politiques. Donc les choses du dehors. Recevoir, oui, des choses matérielles quelquefois. Il y a des choses qui ne le sont pas, qui me font plus de peine. Mais enfin, recevoir sa feuille d'impôt, ça donne un choc quand même. Ça dépend. Si on gagne suffisamment pour ce choc, oui. Moi, je ne gagne pas assez pour avoir un choc aussi grand, je trouve. Chers auditeurs, afin de raviver vos compositions, voici le sommaire. Dans quelques instants, Marie-Pierre Pruvot convoquera, entre autres, Louis de Funès dans tous ses états, les mémoires de Saint-Simon, La Rochefoucauld, Madame de Sévigné et quelques contrepétries, l'Algérie natale, les spectacles du Carrousel de Paris, des chants grégoriens, Biouna, quelques photos et du champagne. Nous sommes en compagnie de Marie-Pierre Pruvot et aussi de Louis de Funès. Comment vous sentez-vous ? Bien, t'attaques. Allez, on y va. Allez, hop. Et maintenant, je vous dis tout. Non ! La ferme. Vous croyez en 1900, hein ? Eh bien non, vous êtes en 1970. Paf ! Et le pôle Nord, ça vous dit rien, le pôle Nord ? Le pôle Nord, vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace. Et on vient de vous retrouver intact il y a 2 mois. Hubert ! La ferme ! Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans. 90 ans. Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme. Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé. Edmé, elle s'appelle Edmé, 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 c'est Edmé, Edmé. Elle s'appelle Edmé, 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 Edmé. Film de 1969, Hibernatus d'Édouard Molinaro. Pouvez-vous resituer la scène que l'on entend ?
Grossièrement, oui. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même. On a retrouvé dans un bloc de glace au pôle Nord quelqu'un qui ne sait pas qu'il est resté si longtemps endormi et qui se réveille. Et toute sa famille veut lui faire croire qu'on est toujours en 1900. Et tout le décor est changé, toutes les femmes et les hommes s'habillent à l'époque et il ne sait pas tout ce qui existe. Enfin, on s'empresse de l'entourer pour qu'il ignore à quelle époque on vit. Et puis tout d'un coup, il y a des tas de choses qui se passent naturellement. Et De Funès, je ne sais plus son nom dans le film, n'en peut plus, il éclate et il lui dit qu'il est ce qu'on vient d'entendre, il lui dit la vérité. Et je trouve cette scène absolument admirable parce qu'elle est vue, d'abord elle est vue par nous, et elle est dite par celui qui dit la vérité, et l'autre le prend pour un fou, celui qui l'entend le prend pour un fou. Et il y a la famille qui vient, qui se met au balcon, qui regarde de temps en temps, et naturellement ça fait 3 visions différentes que les spectateurs ressentent très intimement, et c'est extrêmement comique. Ça s'ajoute en plus au comique de Funès, qui est, comme d'habitude, impayable et qui en rajoute énormément. Et plus on en rajoute et plus on rit. J'ai jamais compris comment je peux l'aimer autant, parce que théoriquement, il fait tout ce que je suis censée détester et j'adore. C'est-à-dire en faire des tonnes, faire des grimaces. Des tonnes, voilà, faire des grimaces. Et je trouve que c'est une folie. Et cette folie, je l'aime. Voilà. C'est vrai qu'on a de la tendresse pour lui. Et il apparaît à l'écran en cravate jaune et marron sur chemise rose. C'est d'un mauvais goût extraordinaire. Et il y a des scènes d'une absurdité formidable aussi quand il raconte, quand il se fait passer pour veuf pour faire la cour à sa femme et qu'il dit que son ancienne femme a éclaté, que c'était horrible, mais qu'elle n'a pas souffert. Oui, et dans la plupart de ces films, quelquefois j'ai regardé les films, puis j'ai vu des bonus aussi chez moi. Et dans les bonus, on explique qu'il invente des scènes, il invente des gags, et puis qu'après ces gags, on ne sait plus comment enchaîner, on ne sait plus quoi inventer, et ça fait rien, on réinvente au fur et à mesure, on construit le film comme ça. Les scénarios ne sont pas toujours très, très construits à l'avance quand il joue lui-même. Alors, c'est vrai. Mais il s'en sort magnifiquement. Il avait la grâce à l'écran, mais il paraît que dans la vie, il n'était pas du tout aimé de ses pères et qu'il n'était pas drôle du tout. Son propre fils avait peur de l'appeler papa et l'appeler Louis. Ah bon ? Ouais. J'ai appris ça pour cette émission. Ça, je l'ignorais absolument. Ce que je sais, c'est que quand j'ai débuté dans le spectacle, il y avait quelqu'un qui avait des rôles au cinéma tout à fait, j'allais dire secondaires, non, tertiaires, et qui disait « Oh, il y en a un qui me fait de l'ombre en ce moment, c'est un débutant, il s'appelle... » Enfin, c'est un débutant, il est considéré comme ça, mais il avait déjà fait des films. Il s'appelle De Funès. Quand il l'a vu progresser comme il a fait, il a changé de tête. C'est vrai. Et De Funès, en plus, était pianiste de bar. Tout au début de sa carrière, se destinait absolument pas à la comédie. Ah bon ? Oui. Ah, j'ignorais totalement ce détail. Il partage en tout cas le sens de la danse et de la musique avec vous. Ah oui, oui. Oh ben, il danse très bien dans quel film j'ai vu ? Rabbi Jacob. Ouais, il est extraordinaire. La danse, il l'a fait très très bien, oui. À voir donc la dernière collaboration de De Funès avec Molinaro, car le réalisateur ne rigolait pas assez aux blagues de De Funès qui l'a rendu furieux. Hibernatus. Restons avec le même loustic, cette fois-ci en compagnie de Bernard Blier, dans un film de Jean Giraud sorti en 70, avec à nouveau Jacques Wilfried au scénario. Oh, monsieur l'inspecteur. Monsieur Brisbard, si nous en revenions à Monsieur Jo. Monsieur comment ? Monsieur Jo ! Ah, parfaitement. Oui. Figurez-vous que Monsieur Jo était un maître chanteur. Non. Si. Oh. Et nous avons retrouvé chez lui une liste des gens qu'il faisait chanter. Non. Si. Oh. Et si je suis là, c'est parce que vous êtes sur cette liste. Moi ? Vous. Non. Si. Oh. Alors j'ai pensé tout naturellement qu'il avait essayé de vous contacter. Bon, pas tutu. Dis-moi, Antoine, le cadavre. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il raconte ? Le cadavre. Laissez-le aller. Non, mais je crois que j'ai trouvé un très bon moyen pour faire disparaître le cadavre. Il y a un cadavre ? Il Il n'y a pas de cadavre. Non, mais écoute. Il n'y a pas de... Comment dire ? Écoute, moi, je crois que c'était une très bonne idée. Bon, très bien, alors. Qui est-ce ? C'est Maître Collat, mon avocat, il connaît rien au théâtre. C'est votre avocat. Eh bien, si vous voulez ne pas avoir besoin de ses services, vous feriez bien de m'expliquer pourquoi vous êtes sur la liste de Monsieur Jo. C'est un simple interrogatoire de routine. Hein. Pour l'instant. Jo, comédie policière adaptée de la pièce de théâtre The Gazebo d'Alec Coppel, écrite en 58. Quelle est l'histoire ? Oh, l'histoire, c'est un
c'est un écrivain qui écrit des pièces de théâtre et qui fait une répétition pour que son personnage tue quelqu'un, un maître chanteur. Et il se trouve qu'il le fait tout à fait par hasard, après, véritablement, et il est embarrassé comme tout, et il cherche à cacher le cadavre, et il a un mal fou à le cacher, parce qu'il y a constamment quelqu'un qui arrive, des gens qui achètent la maison, sa femme qui passe, l'avocat qui passe, la police qui s'y met, avec Bernard Blier, qui est extraordinaire. Qui arrive à chaque fois en jouant du piano pour signifier sa présence. C'est drôle comme tout, et enfin, les gags s'accumulent, les gags sont construits les uns sur les autres, mais ça n'arrête pas une seconde. C'est tout aussi fou qu'Hibernatus ou que Rabbi Jacob ou que tous les autres. C'est complètement délirant et naturellement, ça me met en joie avec cette gloriette qui est au fond du jardin, qui s'écroule. Le cadavre qui sort, qu'on ramasse, qu'on statufie. En fait, en vieille grand-mère, oui. En grand-mère, oui. Ça n'arrête pas. Il y a aussi un gag qui est presque de l'ordre de Tex Avery. Il y a un moment, en plein milieu du film, où De Funès descend la rampe d'un escalier en glissant dessus et la remonte en glissant avec un bruit genre... Et Blier qui dit, mais comment il fait ça? Et elle répond, oui, il est très doué. Enfin, les fées se sont penchées sur son berceau, je ne sais plus, oui. Vous l'avez vu plusieurs fois, vous les avez vus plusieurs fois, ces films de Louis de Funès? Oui, en particulier ces trois dont nous avons parlé, c'est-à-dire Rabbi Jacob, Jo et Hibernatus. Bon, alors en tout cas, Jo de Jean Giraud pour Blier, pour Galabru, pour De Funès. Il était 6 heures, nous avions faim, nous pénétrons dans une auberge, l'auberge du Bon Coucher, et là, le gentleman aubergiste nous dit « C'est pour goûter ?» Monique répond « Si vous voulez qu'on foute, donnez-nous des glands. Si vous voulez qu'on goûte, donnez-nous des flancs. »« Oh, je n'ai pas, dit le gentleman, mais si vous dîniez plutôt. » Oh, je dis « Non, je ne suis pas dressé pour piner. Je ne suis pas pressé pour dîner. »« Oh, mais il n'est jamais trop tôt pour bien faire, dit le gentleman. Tenez, rappelez-vous ce pineur au visage mâle, ce mineur au visage pâle, qui sortait sa couille de bonheur, sa houille de bon cœur. Non, mais attendez, vous allez voir, je vais vous installer tous les deux dehors. Vous y serez tous les deux tout seuls, mais il faut être deux pour bien piner. Il faut être peu pour bien dîner. On entend l'auberge du Bon Coucher d'André Valtier dans la petite anthologie de la contrepétrie, puisque les contrepétries vous amusent beaucoup. C'est un camarade enseignant qui vous a fait connaître ce jeu sur les mots. Mais oui, c'est un camarade qui m'a... On étudiait, on était à la Sorbonne, on étudiait Rabelais. Et dans Rabelais, il m'a signalé 2 contrepétries. Il y en a une qui est à Beaumont-le-Vicomte et l'autre qui est Les femmes folles de la messe. Et bon, j'ai pas compris, il a fallu qu'il m'explique. Et après, naturellement, j'ai acheté un livre et quand il venait chez moi, on riait beaucoup parce que je suis incapable de les élucider. Mais enfin, il y en a qui sont quand même très faciles quand on y fait attention. Mais j'ai toujours besoin qu'on m'explique un peu naturellement si c'est père et gay. J'ai tout de suite compris que c'était guerre et paix. Mais enfin... C'est pas difficile, mais il y en a qui sont un petit peu plus difficiles quand même, et que j'aime beaucoup. Ça m'amuse parce que c'est un jeu sur les mots. On attribue d'abord leur invention à Rabelais. Oui, peut-être, oui. C'est ce qu'on disait à l'époque, mais on ne sait jamais. Mais j'ai été très, très, très touchée par une lettre qui change tout dans les mots dès mon enfance, dans les cours d'arabe. Dans les cours d'arabe, le mot arabe et le mot occident, c'est exactement le même mot avec simplement un point qui change sur une lettre. Comment se prononce-t-il? Arabe, rarabe. Ah oui. Oui, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est une contrepétrie arabe. On est très érudits dans cette émission. Et alors des mots aussi différents et qui ont... si opposé, pourrait-on dire, pour le sens. Ça m'avait beaucoup marqué, j'avais 12 ou 13 ans, ça m'avait beaucoup marqué. Et ça m'a rappelé le cours d'arabe lorsque Jean-Jacques, mon camarade, m'a parlé de Beaumont-le-Vicomte et des femmes folles de la messe. Oui. Je crois que vous avez le livre, le manuel de contrepète du Joël Martin, oui. C'est ça? J'ai appris que c'était un ingénieur en nucléaire. Donc c'est quand même assez surprenant. Et c'est un ingénieur en physique nucléaire et c'est le spécialiste des contrepétries. Et il y a celle-là qu'apparemment on disait souvent sous l'occupation. Vous nous l'avez donnée dans un mail. Métropolitain, Pétain, Molitro. Oui, c'est drôle. Vous avez enseigné le français pendant 25 ans. Je crois savoir que vous êtes particulièrement attaché à la langue française. Oui, je suis très attaché à la langue française. Mais
ça me fait beaucoup souffrir. Parce que je la vois en décomposition et surtout, je la vois rejetée. En France même, dans les entreprises, un peu partout, l'anglais prend la place du français et ça me désole, ça m'est extrêmement pénible. Ça me fait vraiment souffrir. C'est vraiment une des choses qui m'auront fait le plus souffrir dans ma vie, oui. Et là, c'est sans remède, c'est un petit peu comme la mort, quoi. Mais c'est une mort. C'est une mort, mais on peut les faire vivre en les prononçant. Est-ce que vous avez un mot que vous affectionnez particulièrement en français ? Un mot que j'affectionne particulièrement il y en a plusieurs, vous savez. Mais je dirais mère d'abord. Mère maternelle, oui. Parce que la France, c'est aussi, et la langue française, parce que la France, c'est d'abord la langue française pour moi, c'est quand même la mère, c'est ce qui nous donne la vie intellectuelle dès le départ. Chers auditeurs, si vous trouvez la contrepétrie tout le monde n'apprécie pas vos motivations, Eiffel, il faut être mordu pour faire ainsi la tour. Je vous félicite. Quant à Marie-Pierre Pruvot et moi, on vient de se télétransporter et l'on vous parle depuis le mythique Carrousel de Paris, cabaret créé à 2 pas du Moulin Rouge en 1926 par le comte Albatino pour Joséphine Baker et originellement appelé chez Joséphine. Envers Londres, Paris, plaisir, il suffit d'un tour de manège pour qu'un ruban de souvenirs vous étrangle sur champ de neige. Le Carrousel de Paris par Arnaque Béatrice. Votre activité anti-spleen, Marie-Pierre Pruvot, c'est de faire des dîners avec vos amis du Carrousel où vous avez travaillé 20 ans. Je dois dire que c'est toute ma jeunesse à Paris. Je suis arrivée à Paris, j'avais 18 ans et j'ai connu le Carrousel. Et il y a donc des gens que je connais depuis 60 ans et nous avons vécu toutes nos folies de jeunesse, tous nos voyages. On n'était pas toujours ensemble parce qu'il y avait plusieurs tournées, mais j'ai des camarades qui ont survécu comme moi et on est vraiment enchantés de se revoir chaque fois. On fait des petits dîners ensemble et on se raconte nos folies, ou ce qu'on considérait nos folies de l'époque, et ça nous fait beaucoup rire parce qu'on a pris naturellement une grande distance avec le temps. Et ça nous amuse beaucoup, même les choses qui nous ont ennuyés, des tournées ratées, des bides, comme on disait, une ville où éventuellement on n'avait pas de succès, alors qu'on aimait bien en avoir, ben, ça nous fait rire aujourd'hui. Voilà. Et on rit de tout, on rit de tout le passé surtout, parce qu'on ne rit pas tellement du présent, qu'on connaît au demeurant assez mal. L'insouciance qu'il y avait sur scène, alors vous la retrouvez paradoxalement aujourd'hui en dehors de la scène, en vrai. Il n'y avait pas d'insouciance en scène, c'était dans les coulisses, c'était dans les loges qu'il y avait une sorte de l'insouciance. Légèreté, de joie de vivre, même dans... Ah oui, la légèreté, la joie de vivre. Et puis, il faut savoir qu'on avait quelque chose de commun, c'est qu'on se libérait dans ce cabaret, parce qu'on avait une vie, vous connaissez ma vie, on avait une vie qui paraissait impossible à vivre jusqu'à 18 ans, et tout à coup, à 18 ans, on se réalisait, on vivait comme on voulait, et on sentait une liberté extraordinaire, liberté qui était limitée, parce qu'on ne pouvait pas sortir dans certains endroits, la police nous l'interdisait, on ne pouvait pas... Vous habillez en fille dehors ? Oui, bien sûr, mais il ne fallait pas que la police nous trouve, c'était absolument interdit. Alors, il ne fallait pas fréquenter certains quartiers. Par exemple, les Champs-Élysées ou Pigalle. Mais si on vivait à la Nation ou dans le 16e, je ne sais quoi, là, on risquait rien parce que personne ne pouvait nous repérer. Donc, il n'y avait pas une liberté totale. Mais cette liberté, toute restreinte qu'elle était, c'était pour nous une liberté extraordinaire parce qu'elle avait été inespérée pendant toutes les années d'enfance. C'est au Carrousel que vous avez rencontré votre amie Coccinelle, qui fut la première transsexuelle à se produire sur scène dans les années 50 et 60. Elle a beaucoup compté pour vous. Naturellement, elle a beaucoup compté sur moi. D'abord parce qu'elle était d'une grande beauté et avec moi d'une grande gentillesse. Quand j'ai débuté au Carrousel, c'était la première année où elle en était la vedette. Et elle m'a repéré, elle m'a dit « Mais viens habiter avec moi, tu seras nourri et logé, on sortira ensemble, on sera très bien, tu verras, je te dirai comment il faut faire, etc. » Elle m'a beaucoup aidée et je lui en suis reconnaissante. Elle est morte il y a quelques années. Et ça m'a fait beaucoup de peine et ça me fait encore beaucoup de peine parce que je pense tous les jours à elle. Avec joie et tristesse, quelquefois, ça dépend des souvenirs.
Vous avez consacré plusieurs livres sur vos années cabaret. Il y a Madame Arthur et Le Carrousel, 2 tomes de la saga J'inventais ma vie. Et aussi des anecdotes de coulisses, Frisson au Carrousel chez Execo. Ah oui, c'est une nouvelle, Frisson au Carrousel. Mais c'est vrai, j'ai écrit... C'est les lecteurs qui vous l'ont réclamé. Ah oui. C'est parce que Coccinelle était quelqu'un d'extraordinaire et d'insensé. Et un jour, l'Alcazar de Marseille était un théâtre effrayant parce que le public était très difficile et très gouailleur surtout. Et on avait su que Coccinelle avait été opérée, etc. Alors, quand elle est passée en scène, il y a quelqu'un qui lui criait de se montrer nue, quoi, disons, en termes beaucoup plus crus. Et elle a dit, viens d'abord en faire autant, viens d'abord. Elle a eu ce courage. Et il y en a un, et alors elle lui a dit, tu n'es pas un homme si tu le fais pas. Alors il est descendu, il était là au poulailler. Il est descendu, il s'est déshabillé, il est resté en slip. Et elle s'est approchée et elle a tiré le slip comme ça. La salle, qui avait été hurlante jusque-là, est restée absolument silencieuse. Moi, je n'y étais pas, mais enfin, j'ai entendu l'histoire tellement racontée 2 fois. Et Coccinelle me l'a aussi raconté. Il a fallu qu'elle sorte. On a fait le final, elle est vite sortie. Elle est partie en taxi à son hôtel. On a vite fait venir police secours. On croyait qu'il allait y avoir une sorte de révolution. Il n'y a rien eu du tout. Mais enfin, elle a eu le courage de faire. J'ai jamais vu personne faire une chose comme ça. C'est comme ça qu'elle faisait sa publicité aussi. Elle faisait des scandales. Des fois, c'était beaucoup plus anodin, mais elle en faisait. Et ça attirait beaucoup de monde dans les cabarets où elle passait. Elle avait l'air très drôle. Il paraît qu'elle disait aussi « Mes fesses, c'est ce que j'ai de mieux dans le visage ». Mais elle ne le croyait pas, parce que ça savait très belle et elle l'était. Elle était très belle. Et nous sommes toujours en compagnie de Marie-Pierre Pruvot. Dans vos remèdes, vous avez indiqué avec un point d'interrogation les chants grégoriens et la prière. Est-ce que vous écoutez souvent des chants grégoriens ? Souvent. Oui, j'écoute souvent des chants grégoriens et j'ai mes préférences. Mes préférences, ce sont les disques enregistrés à Salem. Et je les reconnais pas forcément toujours, mais j'aime beaucoup les chants grégoriens. J'en ai plusieurs CD et je les écoute. Et c'est extrêmement apaisant. Je crois que c'est quand on est un peu déprimé peut-être, une musique qui vous recharge, qui vous redonne de la vie, de l'émotion. Ça fait du bien, oui. Vous savez que Saint-Exupéry était du même avis que vous, puisqu'il a écrit « Il n'y a qu'un problème, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. 2 milliards d'hommes n'entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots. » C'est bien dit. Oui. Vous priez beaucoup ? Pardon. Je prie tous les jours, mais très peu. Oui. C'est régulier, c'est un bon entraînement. Vous avez la foi ? Oh, vous savez, j'ai envie de vous dire vulgairement, ça va, ça vient. C'est large, la foi. Oui. En tout cas, l'usage de la prière est recommandé aux athées. Ça paraît paradoxal, mais on peut être spirituel sans croire en Dieu à partir du moment où la pensée devient matière et onde. Puis ça détend les êtres, hein, on risque pas trop. Parlons d'un homme à cheval entre le XVIIe et le XVIIIe siècle qui, comme le n'indique pas son nom, n'était pas particulièrement religieux. Louis de Rouvroy, 2e duc de Saint-Simon, connu sous le nom de Saint-Simon. Ce sont ses mémoires que vous avez choisis comme sérum littéraire. Ah oui, j'aime beaucoup lire Saint-Simon. C'est quelqu'un qui m'amuse énormément. Pas toujours d'ailleurs quand il l'écrit dans un but comique, mais ses colères quelquefois me font mourir de rire. Et vous dites qu'il n'est pas religieux, mais il cherche à se montrer religieux, mais il a des opinions religieuses très marquées. C'est-à-dire que c'est un opposant à la politique religieuse de Louis XIV. La révocation de l'édit de Nantes, et ça le rend extrêmement malheureux. Il est furieux, dans ses mémoires, il en parle énormément. Et il est furieux qu'on fasse du mal aux protestants,
que les plus riches s'en aillent, et c'est une richesse en France qui s'en va, et qu'on les oblige à communier, et qui dit, quand on pense que ces gens prennent le corps du Christ et qui s'imaginent qu'ils ne mangent que du pain, il dit des choses comme ça. Donc, il est tout à fait opposé, et il accuse naturellement les jésuites d'être responsables de ça, et Madame de Maintenon. Et aussi, il est très malheureux du mal qu'on fait aux jansénistes. Alors, il se déclare extrêmement anti-janséniste lui-même, mais les gens qu'on accuse de jansénisme, il dit qu'ils ne sont pas jansénistes du tout, qu'on leur fait des histoires pour rien, comme l'archevêque de Paris. Et donc, il dit ça. Et puis aussi les quiétistes. Il défend les quiétistes, Fénelon, etc. Il défend tout ça. Pour situer les mémoires, on pourrait dire que ça nous permet de voir la vie à la cour au temps de Louis XIV et de la Régence, avec une sorte de lucidité assez implacable. Ah oui, il est très lucide. Il est de parti pris toujours. Il fait des portraits quelquefois de gens qu'il déteste d'une façon incroyable. Quand il fit le portrait du duc de Noailles, par exemple, il commence par le serpent qui tente à Ève, etc. Puis il dit que c'est rien à côté du duc de Noailles. Il était connu pour sa très petite taille comme de Funès, et ses enfants encore plus petits étaient surnommés les Bassets. Il les aimait pas beaucoup, ses enfants, ça faisait pas sa fierté. Ça faisait pas tellement sa fierté, mais enfin il faisait tout parce que lui pense par maison, comme on pense à l'époque, et il voulait que ses enfants soient ducs, et il s'est arrangé pour les faire ducs, oui, avant sa mort. Marie-Pierre Pruvot, vous avez choisi de nous lire l'audience de congé de la princesse des Asturies. C'est un texte au contenu rabelaisien. Oui, un petit peu, parce qu'il est l'ambassadeur extraordinaire du régent, donc du roi de France, qui a une dizaine d'années à l'époque, pour faire l'échange des princesses. Alors, une princesse française va épouser le prince des Asturies, c'est elle qu'on va... Et puis, une princesse espagnole vient épouser le jeune Louis XV, qui a une dizaine d'années. La princesse n'a que 4 ans. Elle sera renvoyée, d'ailleurs, à la mort du régent. On vous écoute lire le texte sur une musique d'agréable charivari, et c'est le nom de l'homme. Arrivé avec tout ce qui était avec moi à l'audience de la princesse des Asturies, qui était sous un dais, debout, les dames d'un côté et les grands de l'autre, je fis mes 3 révérences, puis mon compliment. Je me tus ensuite, mais vainement, car elle ne me répondit pas un seul mot. Après quelques moments de silence, je voulus lui fournir de quoi répondre, et je lui demandai ses ordres pour le roi, pour l'infante, et pour madame, monsieur et madame la duchesse d'Orléans. Elle me regarda et me lâcha un rot à faire retentir la chambre. Ma surprise fut telle que je demeurai confondu. Un second partit aussi bruyant que le premier. J'en perdis contenance et tout moyen de m'empêcher de rire, et jetant les yeux à droite et à gauche, je les vis tous leurs mains sur leurs bouches et leurs épaules qui allaient. Enfin un troisième, plus fort encore que les 2 premiers, mit tous les assistants en désarroi, et moi en fuite avec tout ce qui m'accompagnait, avec des éclats de rire d'autant plus grands qu'ils forcèrent les barrières que chacun avait tâché d'y mettre. Toute la gravité espagnole fut déconcertée, tout fut dérangé, nulle révérence, chacun pâmant de rire se sauva comme il put, sans que la princesse en perdît son sérieux, qui ne s'expliqua point avec moi d'autre façon. On s'arrêta dans la pièce suivante pour rire tout à son aise, et s'étonner après plus librement. Ouvrage magistral qui a influencé quelques quidam, Balzac, Stendhal et Proust, pour ne citer que les Mémoires de Saint-Simon, à lire tous les soirs en cas d'angoisse existentielle au sujet d'une certaine comédie humaine. Et là, chers auditeurs, vous vous demandez, impatients, et La Rochefoucauld dans tout ça? Eh bien, nous y arrivons, et ça n'aura rien à voir évidemment, mais ce sera réjouissant. La Rochefoucauld, c'est le loustic à l'origine de vos 2 citations consolatoires, Marie-Pierre Pruvot. Oui. La première, c'est la Maxime 42. De ces maximes, publiées en 1665, et c'est « Nous n'avons pas assez de force pour suivre toute notre raison ». Pourquoi cette citation? Elle m'intéresse beaucoup parce que je la sens extraordinairement vraie. On a de la raison, on a des projets, on veut, on croit qu'on peut, et on peut quelquefois, et on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on se laisse distraire,
on manque de courage, on est paresseux, on s'abandonne à autre chose, on ne sait pas se concentrer assez, on a des amis qui vous invitent, on ne sait pas résister à des vacances ou à une soirée ou à quelque chose de divertissant. Divertissement. On n'arrive pas à faire ce qu'on croyait faire et on arrive à un certain âge, un âge certain, et on se dit, mon Dieu, j'ai vécu et je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais pu faire. C'est impardonnable. En parlant d'âge, la seconde citation de La Rochefoucauld qui est terrible mais qui vous a servi énormément, c'est « Il ne sert à rien d'être jeune sans être belle, ni d'être belle sans être jeune ». Vous dites que c'est un stimulant, ça a été un stimulant dans votre reconversion à l'âge de 30 ans. Mais oui. Alors, je suis tombée sur cette maxime tout à fait par hasard et je me suis dit, bien sûr, parce que je pensais, vous savez, quand j'ai vécu sur mon physique quand j'étais jeune. Et je me suis dit, ma mère était derrière moi qui me le rappelait sans cesse, on n'est pas jeune toute sa vie, et on vieillit et on cesse d'être jeune. Et il faut faire autre chose, il faut que tu le fasses. Et je suis tombée sur cette maxime de La Rochefoucauld, et je me suis dit, oui, il ne faut plus du tout compter sur son physique. Ça n'est pas... Enfin, plus du tout. C'est pas qu'il faille... Il ne faut pas compter sur sa beauté, sur son physique, oui, parce qu'il faut se tenir, il faut être présentable, mais il ne faut pas compter sur sa beauté en vieillissant. Il faut avoir autre chose, il faut trouver autre chose. Si on ne trouve pas autre chose, on est perdu. Et ça m'a beaucoup poussé à reprendre mes études et à travailler sévèrement, je veux dire sérieusement, et à essayer de faire autre chose, à être fonctionnaire, c'est pas grand-chose, mais enfin... Fonctionnaire. Marie-Pierre Pruvot, votre vie est un message d'espoir inouï. Tout est possible, on peut être qui l'on choisit d'être. Il n'est jamais trop tard pour rien. Vous avez passé votre bac à 33 ans, puis le CAPES de lettres et enseigné pendant 25 ans la littérature. Eh bien, on parle de l'enseignement, c'est une source de joie et, comme vous le disiez, aussi une source de tristesse. Voici la rentrée des étudiants qui reprennent leurs cours d'enseignement supérieur. Mais leur nombre a bien changé depuis les années 50. 9 200 000 inscrits pour l'enseignement public, auxquels s'ajoutent 1 900 000 élèves de l'enseignement privé. Chiffre record et record heureux pour la nation. Mais quelles difficultés il entraîne? Des locaux à construire, des maîtres à former, rien de tout cela ne s'improvise. L'avenir des jeunes Français, l'avenir de la France, dépend de la rapidité et de l'efficacité des solutions mises en œuvre. Dans des écoles encore trop souvent vétustes, les conditions de travail restent archaïques et deviennent d'année en année plus précaires. Là, on entend un journal de 1964 et comme vous l'entendez, ça n'allait déjà pas fort. Ce qui vous déprime absolument, Marie-Pierre Pruvot, c'est l'état désastreux de l'éducation nationale. Mais oui, parce que tout le temps que j'ai enseigné, on se plaignait, la plupart du temps les enseignants se plaignaient de la baisse du niveau. Il n'y avait qu'à prendre les annales pour le constater. Vous étiez au collège Pablo Picasso pendant 25 ans à Garges-les-Gonesse. Pendant 25 ans à Garges-les-Gonesse, mais j'ai enseigné 30 ans. Oui, à Cherbourg aussi. À Cherbourg aussi, oui. Donc, on se plaignait de ça. Et on voyait régulièrement, dans les journaux, dans la presse, dans Le Monde, que je lis tous les jours depuis tant d'années, que pas du tout, que les enfants savaient autre chose, mais que l'école allait très bien, et qu'il y avait des gens qui se plaignaient toujours, c'était nous, il y avait des gens qui se plaignaient toujours à tort. Or, maintenant, on dit, l'école française s'est effondrée, quoi faire, etc. Et on nous dit, c'est une question de moyens. Naturellement qu'il faut des moyens pour enseigner. Mais on veut faire, on ne veut pas faire des sélections. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne veut pas faire des sélections. On en fait en sport, on en fait en tout, sauf à l'école, parce que ça vexe les gens. Oui, c'est vexant pour les élèves. Ils ont à cœur d'être tous dans la même classe. Seulement, on nous dit, nous, de faire des divisions. On nous disait, moi, je suis à la retraite depuis longtemps, on nous disait, il faut faire des divisions, il faut que chaque élève ait un enseignement particulier. Et comment voulez-vous faire? Vous faites des divisions, 4 groupes différents, et vous enseignez à la même heure 4 groupes. Et ils savent bien, les élèves, qu'il y a des groupes de faibles et des groupes de plus forts. Et ils sont tout aussi vexés d'être dans un groupe de faibles. Moi, j'ai connu la sélection, c'était pas joli, mais c'était en tout cas moins mal que maintenant. Et surtout, il faut enseigner aux gens ce qu'ils peuvent apprendre. On trouve des gens qui ont le bac aujourd'hui, qui ne savent pas... J'ai toujours des collègues qui enseignent naturellement dans les classes supérieures,
et qui me disent qu'ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas... ils commencent une dissertation. Moi, personnellement, je pense que des choses comme ça... Alors, là, je sens que la tristesse s'immisce en studio et je trouve qu'il est temps d'écouter vos antidotes musicaux. Vous avez raison. Si vous voulez bien. Faites-moi oublier tout ça. Oui, je vais vous faire oublier tout ça. Le premier, c'est quelqu'un que vous fréquentez souvent en duo avec Sonny Till. Est-ce que je prononce bien ? Oui. Sonny Till, c'est Goody Goody de Sonny Till et Bambi, c'est-à-dire vous, Marie-Pierre Pruvot. Non, c'est Sonny Till qui chante. Nous, on a fait un disque et j'ai enregistré 2 chansons et Sonny a enregistré 2 chansons. Elle enregistre en américain, elle est américaine. Goody Goody seule. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Voulez-vous bien annoncer cette chanson alors ? Eh bien, Tout de suite, on écoute. Par Sonny Till. So you met someone who set you back on your heels. Goody, goody, yes, you met someone and now you know how it feels. Goody, goody, and you gave her your heart too, just as I gave mine to you. And she broke it in little pieces, and now what do? You lie awake just crying the blues all night. Goody, goody, and you think that love's a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah, you had it coming to you. Goody, goody for her, goody, goody for me. And I hope you're satisfied, you rascal, you. Do you remember when I was all alone, waiting for the tinkle on the telephone? Well, the Action Jacksons turned all around. Goody, goody. Yes, you must remember me, I was all for you, sitting, waiting, hoping like you told me to. Well, the Action Jacksons turned all around, 'cause you lie awake just crying the blues all night. Goody, goody, and you think that love's a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah, you had it coming to you. Goody, goody for her, goody, goody for me. And I hope you're satisfied, I hope she tends your hide, I hope you're satisfied, you rascal, you. Vous êtes sur France Inter, on continue notre progression parmi les antidotes musicaux de Marie-Pierre Pruvot. À l'instant, on entendait Goody Goody de Sonny Till. Qu'est-ce que ça vous évoque, Sonny Till, cette chanson? Cette chanson, ça me rappelle surtout Sonny Till elle-même, parce que Sonny Till a fait partie d'une tournée qui a entièrement péri dans un avion, dans un accident d'avion au-dessus du Fujiyama. En 66. En 66, et ça m'a... Naturellement, on était bouleversés. Je crois qu'on l'est un petit peu toujours. Et c'était une amie, une excellente amie, et qui est très présente dans mon cœur. Et je parle très souvent d'elle avec une amie qui habite à Honolulu et qui me téléphone une fois par semaine. On reste au Carousel avec de jolis souvenirs. Coccinelle, qu'est-ce que vous ressentez en entendant cette chanson? Ça me rappelle la première année où je débutais au Carousel, et c'était la première année qu'elle était la vedette, et elle était éblouissante. Et je me disais, mon Dieu, qu'elle est belle, comme elle travaille bien, etc. Vous pensez donc si j'étais heureuse quand elle m'a dit, je vais m'occuper de toi, tu vas voir, parce que je ne connaissais pas Paris, je ne connaissais rien. Et elle s'est occupée de moi, et je suis naturellement touchée. L'enregistrement date de cette époque-là, c'est-à-dire de 54. Alors Ça fait 60 ans. Et bien maintenant, un souvenir d'adolescence. Ah. Entrez, madame, entrez, monsieur, laissez derrière la porte votre front soucieux, descendez l'escalier, faites attention à vos têtes. C'est dans une cave à Saint-Germain-des-Prés qu'on vous attend tous au complet, n'hésitez pas. On est là pour ça, monsieur, ça. Nous voulons vous montrer l'ambiance des caves de Saint-Germain-des-Prés. Chers auditeurs, laissez derrière la porte votre front soucieux à Saint-Germain-des-Prés par Jacques Elian, le roi du musical et son orchestre. Vous l'avez découverte comment, cette chanson? J'ai découverte au cinéma à Alger, j'avais 15 ou 16 ans. Et Jean Marco, le chanteur s'appelle Jean Marco. C'était une grande vedette, Jean Marco. Il est mort dans un accident de voiture à 30 ans. Pardon, je ris nerveusement. J'ai pleuré comme une madeleine quand j'ai appris qu'il était mort. Oui, vous savez. Non, mais il n'y a que des accidents. Il n'y a que ça, oui, tout le monde meurt, c'est affreux. C'est de très mauvais goût de mourir, je trouve. Oh, ça ne se fait pas du tout. Ça ne se fait La pas. preuve.
Alors remontons un peu plus loin dans le passé, faisons un tour dans votre Algérie natale. Ta'ali de Biouna. Ta'ali de Biouna, oui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire viens à moi. Ta'ali. Yarzel. Viens à moi, ma gazelle. Ma gazelle, c'est du masculin en arabe. Razel, c'est du masculin en arabe, oui, oui. Donc elle dit viens à moi, ma gazelle, enfin, et tu es la lumière de mes yeux, vous savez, tout ce langage typiquement arabe. Et c'est très joli. J'adore Biouna, je trouve qu'elle chante bien et qu'elle a une énorme présence en scène. C'est une femme drôle, charmante, accueillante, elle est très bien. Elle est actrice aussi. Elle est actrice aussi, oui. Elle est formidable. Oui, elle est formidable, Biouna. Vous l'écoutiez petite? Non, non, elle est beaucoup plus jeune que moi. Ah, je me suis complètement trompée. Non, elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle a bien... j'imagine qu'elle a 30 ans de moins que moi, oui. Non, mais vous ne les faites pas de toute façon, je ne vous crois pas une seconde. On continue d'effleurer vos souvenirs, Marie-Pierre Pruvot. Vous avez eu la gentillesse de nous envoyer 4 photos. Et comme l'exercice est périlleux à la radio, je vous demanderai, avant de les commenter, de les décrire aux auditeurs. La première, c'est 4 femmes ravissantes. Alors... D'abord, il y a 1 an ou 2, il y avait au festival de cinéma des Champs-Élysées, Festival des Champs-Élysées. Après le film Bambi qui est parti, il y a une dame qui est arrivée près de moi, qui a attendu que la foule s'en aille, et qui m'a dit « Ça vous dit rien, cette photo ?» J'en suis pas revenue. Elle me dit « Voyez, là, ici, c'est moi. » Et alors, c'est une photo prise à Carthage. On était en tournée à Tunis. C'est une photo prise à Carthage, j'ai 19 ans. Coccinelle a donc 23 ans à peu près. Je sais pas, 19 ans, donc Coccinelle a à peu près 23 ans. Et et puis il y a Capucine à côté de moi. Et à côté, entre Capucine et Coccinelle, il y a cette Raymonde qui m'a donné cette photo. Et ça me rappelle des souvenirs formidables. Les 2 suivantes, ce sont des photos de classe. Ah oui, elle montrait des photos de classe. Ah ouais, oui, alors là, j'ai une photo avec mes collègues. Et je suis à côté de Daniel, un camarade à qui j'ai fait quelques confidences quand on habitait ensemble et que j'aime beaucoup, ça me rappelle des souvenirs. Et l'autre, c'est une photo avec des petits élèves de 6e. J'ai toujours adoré avoir des 6e. Et là, je suis en 1978, je crois. Il y a quand même 10 ans de différence entre les 2 photos. Je suis en 1978. J'ai encore mon bandeau d'indienne dans les cheveux à cette époque, dans le coin. Tu la connais, Outa, cette photo? Outa est avec nous en studio, je le précise. Et la dernière, très surprenante, c'est Barack Obama et François Hollande. Pourquoi? Alors, pourquoi cette photo? D'abord, c'est une photo qu'on m'a envoyée. C'est une amie, une enseignante, qui m'a envoyé cette photo et qui m'a dit « Voilà l'élégance de Paris ». Donc, ils sont manifestement en train d'écouter les hymnes nationaux et ils se tiennent chacun assez bien. Monsieur Hollande se tient comme on lui a appris à se tenir, sans doute dans l'armée, avec les petits doigts sur la couture du pantalon. Je remarque que monsieur Obama se tient avec les mains un peu trop en avant, avec ses gants. Ça fait un peu égorgeur. Mais disons que monsieur Hollande a dû grossir et il devrait avoir, je sais pas, des gens qui s'occupent de sa tenue, de la manière de s'habiller, parce qu'il a l'air d'ignorer que le paraître est une chose importante, surtout quand on occupe sa position. C'est si important de représenter les gens et de représenter Paris à la France. Il faudrait que quelqu'un le surveille. Peut-être vous, Marie-Pierre Pruvot. Pour terminer, on n'a plus qu'1 minute pour aborder l'un de vos derniers remèdes. On parlait de l'Algérie il y a quelques instants. C'est là que se trouve votre endroit idéal. C'est le bois d'eucalyptus. Et je vous laisse prononcer l'endroit. Bodj Menayel, le bois d'eucalyptus où je partais à 10 ans avec ma grand-mère. Je partais avec mon petit cochon et ma chèvre, qui n'était pas en laisse d'ailleurs, qui nous suivait. Et on traversait le bois d'eucalyptus et on allait jusqu'à l'oued Menayel où il y avait encore un petit peu d'eau au printemps. Et
C'était le bonheur, c'était mon enfance heureuse, parce que je n'ai pas eu qu'une enfance heureuse, mais c'était une enfance heureuse qui reste dans mon cœur. C'est dommage de pleurer comme ça. Je suis sûr que tu es très malheureuse. Mais quand même, réfléchis bien à ce que tu sens au fond de toi. Tu pleures, tu es très malheureuse. Mais tout en pleurant, tu sens un petit plaisir. Remède. Oui, c'est vrai, ça fait un petit plaisir. À la mélancolie. Marie-Pierre Pruvot, nous vous avons mis entre les mains le rituel de fin d'émission, un test de Rorschach réalisé par Antoine Hérali. Que voyez-vous ? C'est très simple. Je vois 2 jumelles qui sont tenues, qui n'ont pas été opérées, qui sont toujours tenues par le dos et qui font du musical. Elles sont en train de danser avec un panache de plumes sur la tête. C'est ça ? C'est merveilleux. On peut vous relâcher en toute liberté. Vous allez bien, vous êtes joyeuse, c'est merveilleux. Oh, ça, vous me le donnez. Ah, je vous le donne avec plaisir, ça fera très plaisir à Antoine. Merci d'être venue, Marie-Pierre Pruvot. Merci beaucoup. Merci. On peut vous voir en DVD dans le documentaire qui vous est consacré, Bambi de Sébastien Lifshitz, et lire aux éditions Ex-Aequo le roman que vous avez écrit avec Galia Salimo, Comme autant de ronds dans l'eau, ainsi que le tome 4 de votre saga J'inventais ma vie, La chanson du bac, et apparaître en septembre ou octobre le tome 5, Le Gai Cimetière.